Un vrai problème d'aujourd'hui en France, c'est que on manque d'un consensus collectif sur la définition et les règles qui définissent notre métier. Bienvenue sur le podcast Comme Julien, l'émission qui conjugue sciences de la communication, psychologie sociale et analyse de cas approfondis. Tout cela dans un seul et même but, découvrir comment mieux convaincre vos clients. Vous voulez me donner un coup de pouce et me permettre de vous connaître et mieux répondre à vos besoins en matière de podcast? J'ai créé un sondage de 4 questions qui vous prendra littéralement 1 minute à remplir, montre en main. Cliquez dès maintenant sur le lien qui se trouve dans la bio. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comme Julien, je suis Julien Carcali. Nous allons parler aujourd'hui de communauté et d'acquisition d'utilisateurs et plus spécifiquement de comment lancer un mouvement viral. Mon invité du jour est David Lakomski. Quand il était petit, il voulait être astrophysicien. Il a été chanteur dans 4 groupes de musique différents. Il est passionné de science et de technologie. Il a d'ailleurs un super pouvoir qu'il dit ne pas utiliser, celui de comprendre le contexte, le sujet et les implications par exemple de chercheurs qu'il croise. En discutant avec lui, je crois personnellement qu'il utilise très bien cet esprit analytique, mais dans un autre domaine, la stratégie marketing et plus spécifiquement en growth hacking. David aime les interactions avec les autres et ça se sent. On nous écoute maintenant. Bonjour David Lakomski, bienvenue sur le podcast Comme Julien. Comment vas-tu? Ça va super, merci à toi de m'inviter ici. Très sympathique. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu fais partie et tu as même créé le groupe Slack Growth Hacking France depuis mai 2017. Et puis, je crois que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. Parfait. Donc, on va voir comment tu as un peu lancé le mouvement de cette communauté. J'ai une première question pour toi. D'où t'est venue l'idée et décris-nous un peu cette communauté. Alors, d'où m'est venue l'idée? En fait, on a été 2 cofondateurs au tout départ. Donc, il y avait Benjamin Gabet qui est cofondateur de Germinal aujourd'hui et moi-même. En fait, on était tous les 2 freelance. À l'époque, on bossait à Paris, de temps en temps chez lui, dans son appart. Et on se disait que c'était quand même con parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient à des événements sur le growth hacking, etc. à Paris. Il y avait d'ailleurs énormément d'événements qui avaient déjà été faits et qui se faisaient aussi régulièrement à Paris sur ce sujet ou des sujets annexes. Et on se rendait compte que c'est pas parce qu'il y avait ces événements-là qu'on avait spécialement l'opportunité de se rapprocher, de pouvoir connaître les personnes et puis de pouvoir collaborer, échanger et puis s'entraider. Et pourtant, c'est quelque chose d'hyper important en growth hacking. C'est un milieu qui évolue extrêmement vite, qui est extrêmement large. Et c'est un peu comme le développement informatique. En fait, c'est un petit peu le même type de métier dans le sens où on a besoin de cette collaboration pour avancer. Et on se disait, voilà, c'est quand même con. Même ce qu'on voyait sur Facebook ou autre ne semblait pas vraiment utile et utilisé pour vraiment se rencontrer, pouvoir discuter, échanger, collaborer et puis s'entraider. Donc on s'est dit, pourquoi pas monter un groupe Slack sur le sujet. Il se trouve qu'on n'en avait pas trouvé à l'époque sur le sujet, donc on s'est dit pourquoi pas le faire nous. Et puis voilà, c'est un peu comme ça qu'on a monté donc ce groupe Slack. Et donc l'objectif, c'était aussi de rassembler des gens, pas seulement pendant des événements, mais aussi au quotidien. C'est ça. En fait, on avait vraiment envie de faire en sorte que les gens se connaissent vraiment personnellement, d'une manière informelle. Avec Benjamin, on est assez peu fan du côté professionnel très lisse, très parfait, on ne montre que ce qu'il faut et puis dans un cadre très défini, etc. On trouve que ça stimule pas vraiment la création d'une vraie relation entre les gens. Et cette relation entre les gens, c'est la base justement de la collaboration métier en fait qu'on voulait. Donc, on a d'ailleurs cherché activement à sortir de ces codes-là pour créer aussi la communauté. Ok. Et tu m'as dit justement, le groupe s'appelle Growth Hacking. Tu m'as dit avoir employé des techniques de growth hacking pour pouvoir faire décoller le groupe. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Pour donner une définition rapide du growth tel qu'il est,
C'est une méthodologie d'expérimentation sur un modèle. On peut appeler ça une Customer Factory, on peut appeler ça un modèle art ou ce genre de choses. Le but, c'est d'identifier les leviers qui nous permettront d'enclencher une croissance derrière. C'est une méthodologie expérimentale. Après, il y a énormément de choses qui sont faites parce que de bidouillages en fait qui sont faits. C'est ce qu'on appelle un peu grossièrement le hacking et qui vont nous permettre de temps en temps de trouver des choses, de détourner des outils, de trouver des choses qui nous permettent un petit peu de trouver la faille dans un système sans que ça soit vraiment illégal ou quoi. C'est juste des fois regarder les choses différemment, ça nous permet d'avoir un potentiel tout autre. Par rapport à ça, comme on a fait à l'époque pour lancer le Slack, en fait, on se disait déjà la première chose qui était importante, c'était d'augmenter la valeur perçue du Slack parce qu'on sait qu'une caractéristique importante de la vie d'un Slack, c'est l'activité de ses membres. Il nous faut des personnes qui se disent qu'il y a vraiment quelque chose à faire s'ils participent, s'ils échangent sur le Slack. Donc, il fallait qu'on augmente la valeur perçue pour susciter l'engagement à la fois à la conversion et ensuite sur le Slack. Donc, par rapport à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que le Slack était payant, qu'il existait, qu'il était à 100 € par an et que pour les personnes qui en faisaient le plus la promotion, donc les X personnes qui en faisaient le plus la promotion, elles allaient avoir un discount sur ça, donc en mode c'est gratuit, quoi. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a jamais payé le Slack. Encore 2 ans après, on nous demande s'il est payant ou... Mais en fait, personne n'a jamais payé le Slack. C'était purement pour augmenter la valeur perçue, et ce qui a très bien marché. Et au final, tout le monde est très content de ne pas avoir à payer 100 € pour ça. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément était en rapport avec les canaux de distribution et une boucle en fait virale. Donc les canaux de distribution, sur ça, on savait que il y avait sur le growth hacking en France, il y avait un forum, il y avait un groupe Facebook déjà très actif qui a été monté par des anciens de The Family et d'autres personnes. Et on a des groupes de start-upers, vu qu'on sait que le growth hacking est souvent utilisé dans des startups, dans un contexte startup, parce qu'il s'y prête très bien. Parce que c'est vraiment une logique d'optimisation de coûts et de process et de dépenses. On est vraiment dans l'optimisation qui est nécessaire et vitale pour une startup. Donc, les groupes de start-upers étaient un peu une porte d'entrée évidente sur les personnes qui nous intéressaient. On a beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui s'intéressent au growth hacking et qui sont sur le Slack, par exemple. Donc, il y avait ces canaux-là qui étaient des groupes Facebook et un forum. On a très vite été bloqué sur le forum. On n'a pas trop abusé, mais ça s'est vu trop vite, je pense aussi. Mais par contre, sur les groupes Facebook, en fait, on a joué ça un petit peu de manière maligne, on va dire. Concernant, c'est Benjamin qui a posté la première question sur un de ces groupes qui est très actif. En gros, ce qu'il a dit, c'est j'ai des accès gratuits pour rejoindre le Slack Growth Hacking France, commentez sur la publication et je vous enverrai le lien par MP. Comme chacun sait, si vous connaissez un petit peu les groupes Facebook, vous savez que l'engagement est extrêmement important dans la promotion du post dans la population du groupe. Donc, c'était un petit peu le premier hack en fait, qu'il y a eu dans la boucle. Donc, très vite, parce qu'il y avait Product Market Fit, parce qu'il n'y avait pas de Slack sur le sujet, etc., que Slack, c'est quand même un outil qui est extrêmement utilisé dans le milieu des startups, on a eu énormément de retours très, très vite. Si bien que je me suis connecté, j'étais de chez moi sur le compte Messenger de Benjamin pour qu'on puisse répondre à 2 aux demandes de liens. Et répondre à 2 aux demandes de liens parce que c'était juste la folie, quoi. Et est-ce que tu as une idée à peu près du nombre de commentaires qu'il peut y avoir ? Tu peux nous en donner une idée à peu près ? Il me semble qu'on en a eu près de 150, je crois. Ah ouais, ok. Et donc 150 commentaires, forcément moins de likes parce que ça s'y prête moins. Mais c'est les commentaires les plus importants. C'est le qualitatif, c'est là qu'il y est. Donc, okay. Et donc, vu qu'on avait prévu la landing page et la boucle virale derrière, on savait que les personnes étaient redirigées dans de bonnes mains. En l'occurrence, on avait utilisé un outil qui s'appelle Viral Loops, qui est un outil qui est développé en Hollande, il me semble. On a utilisé Viral Loops pour travailler un leaderboard. En gros, plus les personnes partageaient et généraient des inscriptions,
plus y monter dans le leaderboard et on avait dit qu'on donnait justement un accès gratuit aux 100 premières personnes. Donc forcément, ça a suscité à mort de partages. D'ailleurs, il y avait des partages de liens dans les commentaires directement du post de Benjamin. Il y avait des partages de liens à des endroits sur Twitter, sur LinkedIn, sur d'autres groupes Facebook, à plein d'endroits différents. On n'avait pas forcément les accès ou on ne se voyait pas spammer comme les membres essayaient de spammer. Du coup, ça a eu une explosion folle parce que la boucle virale auto-alimentait en fait le processus d'acquisition des inscriptions. Et à partir de là, en une semaine, on a dû avoir, quelque chose comme 1200 mails qualifiés pour l'inscription, quoi. Donc, ça nous a coûté une landing page, peut-être 100 ou 150 euros de plan Viral Loops, et on a eu ça. D'accord, et donc c'est comme ça que vous avez réussi à créer de l'engagement au tout début. Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment un momentum très fort qui s'est créé à ce moment-là, et à nous de le transformer après. C'était un peu la deuxième étape qu'on a gérée ensuite, quoi. Et est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à continuer à créer de l'engagement autour du groupe, donc pour pouvoir continuer à générer des inscriptions, mais aussi est-ce que vous arrivez à créer de l'engagement à l'intérieur du groupe? Donc c'est deux questions en une en fait. Alors, sur la partie inscription, aujourd'hui, la plupart des personnes qui rejoignent le Slack viennent par cooptation. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment en inscription fermée, il n'y a que les admins qui peuvent ajouter des gens. Et on dit très régulièrement à nos membres que dès qu'ils ont quelqu'un qu'ils veulent inviter, ils ont juste à nous envoyer juste le mail, en fait. Souvent, ils nous expliquent un peu qui la personne est pour justifier, mais la plupart du temps, en fait, juste le mail est important. On fait confiance à nos membres et on sait de toute façon que toutes les personnes entrantes ne seront pas actives, mais parmi celles-là, il y en aura qui deviendront actives. Et du coup, c'est pas si grave, en fait. Un peu tout et n'importe qui viennent. Et justement, il y a déjà un énorme filtre qui est fait par le fait que ce soit par la cooptation, quoi. On a un autre point d'entrée qui est le site, où là, grossièrement, on a 10 inscriptions par jour. Par contre, on va ajouter peut-être 100 personnes par trimestre venant de cette liste-là. On le fait assez rarement, on n'aime pas trop ça en fait, parce que ça fait entrer beaucoup de personnes d'un coup qui sont souvent des points morts en fait dans la communauté. C'est pas un bon canal pour activer les membres. Sur la partie engagement, je pense que le plus important serait déjà que je explique comment on a fait au départ, Oui. pour mieux comprendre ce qu'on fait aujourd'hui et puis ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Concernant dans les premières semaines du Slack, ce qu'on a fait, c'est que chaque personne qui arrivait sur le Slack, on était tous les deux avec Benjamin, on a passé énormément de temps à onboarder directement les personnes à la main. On allait les voir, dès qu'il y avait une nouvelle personne qui finalisait son inscription et qui arrivait sur le Slack, elle était forcément active dès son arrivée. On la chopait directement après. On allait lui parler, lui demander tout simplement pourquoi elle était là, qu'est-ce qui l'avait intéressé dans ce Slack-là, qui elle était, puis on discutait un petit peu, on a eu des discussions super intéressantes à ce moment-là aussi. Et suite à ça, c'est ce qui nous a permis de travailler aussi le noyau de la communauté à Paris. Comme je disais tout à l'heure, il y avait des groupes, il n'y avait pas spécialement de communauté à proprement parler. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a identifié à chaque fois une dizaine de personnes qui pouvaient être intéressées à se rencontrer. Et on a fait 3 apéros chez Benjamin par mois. Donc, 3 semaines par mois, il y avait un apéro le mercredi soir chez Benjamin avec moins de 12 personnes, nous compris, donc moins de 10 personnes invitées. C'était vraiment en mode à la maison, c'est-à-dire qu'on disait, viens, c'est chez Benjamin. Ramène des chips, ramène une bouteille de vin, puis c'est parti, quoi. Chips, bière, ce que tu veux, c'est comme à la maison, viens faire l'apéro avec nous, et puis voilà, c'est comme chez toi, quoi. Et ça, c'était vraiment pour casser l'image professionnelle. Et on était sûr qu'à la fin de ces sessions, les gens avaient tous, se connaissaient tous entre eux. Quand on est moins de 10 dans une soirée qui a un petit peu de quoi boire, à la fin de la soirée, on se connaît tous. On a tous eu l'occasion de discuter au moins une fois bien avec quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. On a réitéré ça 3 fois par mois pendant 3 mois. Et à la fin de chaque mois, on faisait un apéro, vu que c'était tombé un peu en été aussi après, un pique-nique, etc. Un moment où en fait tout le monde était invité à se re-rencontrer. Effectivement, sur le premier événement public, on a eu entre 60 et 90 personnes, je ne sais plus exactement le nombre. On était beaucoup. Et c'est passé chez mon banquier, on s'était rapproché très vite sur le Slack, vu qu'il l'avait rejoint aussi très vite.
et ils nous avaient proposé d'organiser ça chez eux. Donc, c'était super sympa. En plus, c'est vraiment une équipe top et on a passé un très, très bon moment tous ensemble. On a fait un petit brief à toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là. Je me souviens très bien des 2 règles que je leur ai données pour l'événement. Et c'était un peu aussi poser vraiment en face d'eux les règles pour la communauté aussi. Mhm. Je leur ai dit tout simplement, si vous êtes là pour échanger des cartes de visite, barrez-vous. Et si vous n'êtes pas là pour rencontrer au moins 2 personnes que vous ne connaissez pas ce soir, barrez-vous. Avec ces mots-là. Ok, Donc c'était c'est cash, c'est bon. voilà. Mais déjà le barrez-vous, on le dit jamais en professionnel, ça se dit Non, pas, c'est pas possible. clairement. Donc ça notait bien la position, la posture qui était demandée pour la communauté et pour l'événement. Et justement, c'était très radical. Mais au final, il y avait peut-être 3, 4 personnes qui ont fui assez furtivement, assez vite après. Mais tout le reste, en fait, ils ont passé une super bonne soirée. Ils ont rencontré des gens passionnants. On a eu de super retours de cette soirée. Et c'est aussi dû à la tonalité et aux règles qu'on a imposées. C'est aussi comme ça qu'on drive une communauté, c'est par les règles qu'on lui impose. C'est un petit peu la proposition de valeur du groupe, quoi. En fait, ce qui est vraiment important pour monter un Slack, pour monter une communauté, c'est justement un niveau d'activité minimum. Et avec ces règles-là et puis ce noyautage qu'on a fait, ça a permis de créer ce noyau actif qui a ensuite agrégé d'autres personnes actives aussi. Donc voilà, grossièrement ce qu'on a fait au démarrage pour rendre actif le Slack et pour embrayer la démarche. Petit à petit, on s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est que à force de connaître les gens et les gens qui participaient, on s'est rendu compte aussi que les personnes qui participaient faisaient partie de certains types de personas. Et du coup, des personas dans lesquels elles pouvaient être pendant un temps, sortir de ces personas-là et donc ne plus être actives et y retourner aussi. Donc, on sait aujourd'hui, par exemple, que les growth ou les marketeurs qui font du growth ou qui font de l'optimisation, qui sont un peu isolés dans leur boîte, souvent seront des personnes actives sur le Slack. De la même façon, on sait que les personnes qui sont souvent isolées dans leur taf parce que, par exemple, ils sont founders côté marketing ou produit, ils ont peu d'interaction avec les autres, franches, sincères et puis constructives, parce que des fois, c'est la persona pro qui fait ça, sont des gens actifs sur le Slack. On a aussi des personnes qui, parce que elles sont elles sont un peu partout en France, dans des communautés qui sont pas forcément présentes, elles connaissent pas forcément d'autres grosses là où elles sont. Ces personnes-là ont une forme de sentiment un peu de solitude par rapport à ce qu'elles font, et ça fait partie des personnes qui sont actives sur le Slack. Donc du coup, sur la persona générale du Slack, c'était, ce qu'on a découvert, c'était vraiment des personnes, comme pour la proposition de valeur de Facebook, c'est Connect and Share with the World. L'émotion qu'il y a derrière Connect and Share with the World pour Facebook, c'est la solitude. Et un réseau social, en fait, est plugué sur ce type de comportement. Donc, c'est exactement ce qu'on a remarqué avec le Slack au niveau des personnes qui participaient, qui commençaient à participer, qui arrêtaient de participer. C'est quand ils changeaient de persona par rapport à ça. Typiquement, des personnes qui sont dans une équipe grosse, une grosse team avec 5 personnes et il y a une forte émulation, ou des personnes qui voient régulièrement aussi des gens qui font du growth là où ils sont, n'ont pas ce besoin de se connecter avec les autres via la plateforme. C'est vraiment ce qui définit les personnes qui sont actives aujourd'hui sur le Slack. Et puis, on travaille aussi sur l'activité avec des amas, avec des communications de type newsletter, etc., pour essayer de redonner un petit peu de redonner envie de revoir ce qui se passe aussi dessus. Et en ce moment, on est en train de monter un projet qui sort un petit peu de ça, mais qui est dans la droite lignée en fait, de ce qu'on a voulu faire depuis le départ au niveau de la communauté. Donc, ce ne sera plus totalement Slack, mais ce sera encore mieux. J'ai une question pour toi par la suite, je vais te la poser, à mon avis, ça répondra à ça. Mais comment faites-vous aujourd'hui pour gérer la communauté sur Slack directement? Est-ce que vous avez des gardiens de la communauté, des personnes qui surveillent notamment le contenu, la qualité, l'acceptation des membres, ce genre de choses? Alors, depuis le début, et très vite, on a été 3 admins. En fait, Mélanie nous a rejoint assez vite pendant l'été 2017, parce que c'était une personne qui était très active, quelqu'un qui était très engagé, qui avait déjà aussi travaillé sur des communautés, etc.
très compétente et quelqu'un qui avait toute sa place avec nous pour gérer la communauté. Donc on lui a proposé, il nous a rejoint à partir de là. Et dès le début aussi, on a créé un groupe avec une douzaine de membres actifs du Slack. Donc là, c'était vraiment en fonction de ceux qui étaient actifs sur le Slack et avec qui on avait pu échanger, qui avaient l'air d'être alignés sur le mindset associé. Et de ce groupe en fait de consultation, donc qui est un groupe privé sur le Slack, souvent c'est là qu'on va prendre des décisions un peu ensemble. En fait, quand on discute entre admins, on discute aussi avec ce groupe-là et ils peuvent nous donner leur avis, échanger dessus, etc. On les écoute parce que pour nous, c'est les représentants, les premiers représentants de la communauté. Et souvent, c'est aussi eux qui vont nous signaler s'il y a une dérive quelque part. Dans les premiers mois, par exemple, ce qu'on a vu, c'est des personnes qui ont automatisé l'envoi de messages privés sur le Slack pour faire la promotion de quelque chose. On n'a jamais été contre la promotion à partir du moment où c'est dans l'intérêt des membres du Slack et que c'est fait dans le respect de tout le monde, quoi. Par exemple, voilà, si quelqu'un monte une newsletter ou quelque chose qui est quali et qui est pour la communauté, si on peut le pousser sur la newsletter et sur le reste avec un ad channel, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire des ad channels, on le fait. Et on a juste à nous le demander. C'est juste, on discute rapidement pour savoir si c'est dans l'intérêt de la communauté, et puis si ça l'est, on le fait. Certaines personnes ont été éjectées du Slack pour avoir trahi un peu ces règles et cette confiance qu'on a instaurée. Et c'est le jeu, c'est comme ça. Ça aurait pu être Sean Ellis, donc le papa du growth hacking. Ça aurait été pareil s'il avait détourné et abusé de la communauté. On l'aurait éjecté de la même façon. Donc on est un petit peu plus des gatekeepers, on va dire, justement des gardes, des gardiens, que réellement des leaders ou des personnes qui vont prendre ou tirer la couverture vers eux, quoi. On pense que justement la communauté s'appartient à elle-même et qu'on est juste là pour faire en sorte que ça se passe bien. Les contenus, alors la qualité des contenus ou des questions, on n'a pas spécialement d'avis dessus et on ne veut pas spécialement en avoir dessus parce que beaucoup de personnes aussi n'osent pas partager ou poser des questions parce qu'ils voient que le niveau est assez élevé. Ils ont peur aussi de poser des questions bêtes alors qu'il n'y a pas de questions bêtes. On n'a pas de parti pris en fait sur la qualité des questions ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de temps en temps, si quelqu'un fait de la promotion pour quelque chose, si c'est pas quelqu'un d'actif, par exemple, on va aller le voir en lui disant écoute, voilà, t'es pas actif et à chaque fois que tu viens, c'est pour faire une promotion. C'est pas le but du Slack. De la même façon, on a des personnes aussi qui vont venir à chaque fois qu'ils ont un problème, mais qui n'aident pas les autres en retour. Une fois, deux fois, trois fois, on va leur parler. En général, ça s'arrange. Donc voilà. C'est plus ce type de règles qu'on a petit à petit instauré. Et puis, rien de très drastique ou fort derrière, même quand il y a des posts qui ne sont pas dans le bon channel. Sauf des fois où, quand on pense que c'est vraiment pertinent de le mettre dans le bon channel et que les personnes qui sont intéressées par ça ne le verront pas, sinon, on le change, on le fait changer. Sinon, on le laisse, quoi. Et de manière générale aussi, ce qu'on va modérer, en général, c'est pareil. On va aller voir la personne en MP, on va discuter 2 secondes avec elle. Et elle va comprendre que ce n'était pas la bonne façon de faire. Typiquement, on n'est pas trop dans la critique des autres, du travail des autres. Je trouve que il n'y a rien de positif en fait dans ça. Critique constructive, ok, mais le bashing, c'est toxique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on modère, mais en fait, très rapidement, avec une discussion, les personnes comprennent et puis le font d'elles-mêmes en fait. Et okay. Voilà. Le fait d'avoir choisi cet outil Slack à la place d'un groupe Facebook, par exemple, j'imagine que c'était voulu. Est-ce que c'est lié notamment au nombre de chaînes que tu peux créer derrière? Quelle était la réflexion derrière tout ça? Je pense qu'elle était double. Il y avait l'opportunité parce qu'il n'y avait pas de Slack sur le Photonet, il n'y avait pas de Slack sur le domaine, c'était une opportunité de croissance. Mais la raison, le côté fonctionnel qui rend différent un Slack par rapport à d'autres canaux et d'autres médiums, on va dire, c'est effectivement le fait qu'on puisse catégoriser dans des channels déjà des choses, qu'on puisse faire des automatisations aussi. Avec Slack, via Zapier, on peut faire beaucoup d'automatisation pour donner des outils plus précis pour la communauté, ce qu'on ne peut pas faire sur un Facebook, on ne peut pas personnaliser comme ça. Et quelque chose qui est vraiment central, et c'est le point le plus important en fait, qui rend un Slack si intéressant pour une communauté, c'est que justement, la plupart des échanges aujourd'hui sur le Slack se font en MP,
Et on nous dit souvent, sur les personnes qui viennent se présenter donc à la communauté sur le channel dédié, ils sont contactés par 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour discuter et ça commence. Et ça, c'est impossible sur Facebook parce qu'il faut envoyer la demande. Sur Facebook, on est vraiment dans une persona perso, c'est beaucoup plus intime. Donc, ça peut paraître un peu agressif ou bizarre. Sur Slack, ça ne l'est pas. C'est très instinctif, c'est très rapide. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence et la force d'un Slack pour une communauté. C'est justement la capacité de pouvoir parler à n'importe qui instantanément sans avoir à gérer une invitation ou autre chose. D'accord. Si tu avais à recommencer demain, est-ce que tu referais la même chose? Est-ce qu'il y a des erreurs que tu ne ferais pas ou que tu as faites et du coup tu éviterais de refaire? Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Après, j'ai investi le temps que j'ai pu pour la communauté avec les meilleures intentions possibles pour la communauté. On a fait des erreurs, c'est sûr, mais est-ce qu'elles étaient profondément évitables? Je ne sais pas. Est-ce que le fait de les faire, ce n'était pas justement une très bonne occasion pour comprendre aussi ce qu'on devait faire nous derrière? Je suis assez résilient par rapport à ce qu'on a fait et je pense qu'on peut faire plus. Après, c'est une histoire de temps, d'engagement. Et, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, pour l'événement qu'on est en train de monter, c'est du temps que j'investis pour la communauté parce que j'aime les gens et que je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa ensemble. Ça, c'était justement ma dernière question. Tu pourrais nous parler un peu de l'événement. De ce que j'ai compris, c'est un événement présentiel que vous avez prévu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En gros, dans la droite lignée de la raison pour laquelle on a monté le Slack, si on a monté le Slack, c'est parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas de communauté, parce qu'il n'y en avait pas, et qu'on ne se connaissait pas, on ne se parlait pas, et c'est toxique pour la profession. Dans cette droite lignée, la communauté à Paris a maintenant 2 ans et est bien structurée. On a un potentiel avec le Slack et avec ce qu'on a déjà fait d'aider justement des communautés un peu partout en France à se développer, à se structurer. Et j'aimerais bien voir ce qu'on pourrait faire pour elles. Donc j'ai contacté un certain nombre de personnes donc, qui font partie du Slack un peu partout en France et je me suis mis en mode produit, en mode entretien, problème. Et je leur ai posé la question, du coup, comment ils se sentaient en tant que growth ou associés là où ils étaient. Est-ce qu'ils en connaissaient d'autres? Est-ce qu'ils entretenaient des relations avec ces personnes-là? Est-ce qu'ils faisaient des choses ensemble? Ce genre de choses. Il y a eu un constat assez unanime dans la plupart des villes. C'est que il y avait au moins 5, 10 growth ou associés dans chaque ville. Mais personne n'avait l'impression qu'il y avait quelque chose, enfin qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça là où ils étaient. Ils avaient l'impression que tout se passait à Paris, que de toute façon, si jamais ils devaient changer de taf, ils devraient forcément aller à Paris, même s'ils n'avaient pas envie parce qu'ils n'aiment pas la ville. Et il y avait vraiment un sentiment d'isolement et de solitude très unanime en France. Donc par rapport à ça, je leur ai dit, bon, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est on se fait une petite réunion et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble, les uns pour les autres, et puis ce que nous, on peut faire avec le Slack, etc., pour vous, là où vous êtes, quoi. Et petit à petit, de fil en aiguille, on a décidé de faire un événement commun, simultané, ça va se passer dans 13 villes en France, le 23 mai prochain, avec comme premier objectif de trouver ces personnes un peu isolées et de les fédérer autour d'une communauté, d'un projet commun et d'une histoire. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, parce que c'est aussi c'est un vrai problème d'aujourd'hui en France, c'est que on manque d'un consensus collectif sur la définition et les règles qui définissent notre métier. Beaucoup de marketeurs, à tort ou à raison, ont essayé d'utiliser le nom du métier comme un buzzword. C'est comme ça qu'ils l'ont vu au départ, donc c'est comme ça qu'ils l'ont exploité, et de le détourner pour le pousser vers c'est que du scrapping, c'est du marketing un peu black hat, ça va être du dropshipping, des choses comme ça, ce qui est très loin en fait du fond de ce qu'on fait, chacun partout en France, quoi. Donc c'est l'occasion de poser devant, donc avec une taille nationale, un engouement national, de poser une définition collective et un manifeste collectif sur la profession en France. Et c'est l'occasion et vraiment le moment qu'on propose à ces écosystèmes et à ces growths un peu partout en France pour se légitimer, s'émanciper dans ce qu'ils font et enfin
passer un cap aussi en France à ce sujet. Et sortir effectivement aussi du côté tout se passe à Paris. Non, il y a des choses qui se passent là où je suis et il y a des choses qui se passent dans d'autres villes en France du même niveau. Et on s'est créé vraiment une vraie communauté nationale pour le coup autour du sujet. Bon, une belle histoire en tout cas. Je trouve ça. Enfin, je tiens à vous féliciter sur ce que vous avez fait. Moi, j'ai appris à te connaître par ce biais-là, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer. Tu me dis que l'événement est le 23 mai. Est-ce que les gens ont la possibilité de s'inscrire rapidement à ce type d'événement, ou est-ce que vous êtes déjà salle comble et que vous avez décidé quasiment de fermer les portes dans les prochains jours? Alors, il y a des endroits où les places sont limitées, d'autres non. Ce que je peux conseiller, c'est effectivement d'aller sur event.growth-france.fr pour du coup trouver l'Eventbrite qui correspond à la ville en question. Donc, toutes les villes ne sont pas encore représentées. On espère qu'un jour elles le seront. Mais sur cet événement-là, on est sur 13 villes parmi les 30 plus peuplées en France. Ok. Et donc, l'objectif, j'imagine, c'est de reproduire ce type d'événement? On verra à la fin de l'événement ce que les orgas, comment ils l'ont vécu, ce que la communauté, qu'est-ce que ça lui a apporté. Est-ce que ça a été un succès donc en termes de création de noyau d'une communauté de growth sur place? Est-ce que le projet a emporté aussi des personnes sur du plus long terme? On pense faire quelque chose assez vite avec les orgas un petit peu partout en France pour justement se rencontrer en physique, vu qu'on se parle souvent par Discord ou par téléphone, etc., ou par Slack, justement, et pour discuter, faire un retour d'expérience dessus et voir ce qu'on fait par la suite. Mais c'est effectivement quelque chose qui pourrait valoir la peine de réitérer encore plus fortement, oui. Ok. Merci beaucoup, David. Je te laisse le mot de la fin, si ça te convient. Merci à toi. Je pense qu'une des choses, si on est indépendant, le meilleur endroit où on peut investir son temps quand on sait pas trop comment avancer, c'est en aidant des personnes autour de soi, des professionnels autour de soi, et c'est en investissant dans le bien commun qu'au final, par sérendipité et puis peut-être par karma, ça nous revient. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter dans les communautés métiers. Il y a beaucoup de choses à en tirer aussi. Et ça vaut le coup d'investir sans trop se préoccuper du retour sur investissement. Il y en aura un forcément, quel qu'il soit humain ou autre. Parfait. Merci beaucoup, David. À plus tard. Merci à toi. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast Comme Julien sur votre lecteur de podcast préféré. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.